Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce tout premier webinaire de 4 aujourd'hui qui se tient dans le cadre du 34e volet du Festival de la bande dessinée, le Festival de Québec BD. Alors, premier webinaire donc, et on commence en force avec, ma foi, un sujet dont on ne dispose pas assez de temps pour tout couvrir les angles, mais néanmoins un sujet fort passionnant, qui est celui du marché de la bande dessinée au Québec. Alors, avec nous aujourd'hui, pour s'entretenir sur le sujet, nous avons Christian Reeves, donc œuvrant dans le milieu du livre depuis plus de 30 ans. Christian Reeves est directeur vente et développement de la Société de gestion de la Banque de titres de langue française, BTLF. Alors, M. Reeves, bonjour. Bonjour. Au centre, j'ai Frédéric Gauthier. Frédéric Gauthier, qui est cofondateur des éditions de la Pastèque, éditeur et président de Livres Canada Books. Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Et finalement, Mathieu Loubert. Alors, actif dans le milieu du livre depuis 2002, Mathieu Loubert occupe les fonctions de directeur des opérations à la boîte de distribution. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, parler du marché de la bande dessinée au Québec, vaste programme. Alors, ce que je propose d'entrée de jeu, c'est peut-être juste baliser un peu avec quelques repères historiques, si vous me permettez. Alors, évidemment, de la bande dessinée, il s'en fait au Québec depuis fort longtemps. On n'a qu'à penser au tout début du siècle dernier, dans la presse écrite, un peu partout, comme un peu partout ailleurs dans le monde, que ce soit aux États-Unis, un peu partout en Europe. Son développement fut peut-être un peu plus lent que, par exemple, le milieu européen ou encore chez nos voisins du Sud, le marché américain. Néanmoins, la bande dessinée est toujours présente dans la presse écrite, dans les journaux catholiques aussi, catholiques religieux. Et il faut vraiment attendre les années 70, à la période qu'on appelait le printemps de la bande dessinée québécoise, pour que le milieu soit frappé d'une effervescence nouvelle. Et bon, c'est une effervescence qui suit, évidemment, ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. Donc, évidemment, la sortie de la Grande Noirceur, on a les événements de mai 68, la révolution sexuelle. Donc, bref, la bande dessinée s'émancipe et les jeunes artistes commencent à s'organiser. Et donc, ce qui va mener à la création, à la fondation d'un magazine qui fut très important dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, c'est-à-dire le magazine Crow, fondé en 1979. Jusqu'en 1995, ce magazine humoristique va faire la part belle à la bande dessinée québécoise, va lancer des albums qui seront diffusés donc aux quatre coins de la province. Et suite à la disparition du magazine Crow en 1995, le milieu du Québec se retrouve dans une espèce de purgatoire, si on veut. Et donc, en 1998, sont fondées les éditions de la Pastèque, donc cofondées par Frédéric Gauthier, qui est avec nous ce matin. Et cet éditeur-là va non seulement se consacrer à mettre de l'avant la production québécoise ici au Québec, mais ils vont également relever le pari de développer les marchés étrangers. Et donc, de publier également des auteurs étrangers en langue française et de publier de la bande dessinée québécoise, soit en Europe ou aux États-Unis. Et donc, dans les années 2000, on assiste à une explosion des structures éditoriales. Tout à coup, il y a de plus en plus d'auteurs et de structures éditoriales qui pullulent. Et tranquillement, les médias s'intéressent de plus en plus aux médiums. Évidemment, le succès de Michel Rabagliati, qui est édité aux éditions de la Pastèque avec Paul, est vraiment intimement lié à ça, ne serait-ce que Michel Rabagliati est le premier auteur québécois à remporter un prestigieux prix au Festival d'Angoulême. Et donc, on arrive dans les années 2010 et donc là, c'est le foisonnement. On sent que la bande dessinée occupe de plus en plus d'espace aussi, non seulement dans les médias, mais
en librairie, en bibliothèque et même à l'école. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, je ne pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait pu prévoir une telle ascension du médium à la fin des années 95 lorsque le magazine Crow est disparu. Alors voilà, ça c'est un peu pour planter le décor. C'est un peu difficile en si peu de temps, mais c'est pour vous donner une idée. Alors, messieurs, la bande dessinée vit donc à ce moment-ci, ici au Québec, en tout cas sa production, un essor historique. Évidemment, elle doit aussi se positionner face à la compétition, et c'est-à-dire l'océan, le tsunami de production tant européenne qu'américaine. Alors, selon vous, j'aimerais vous entendre pour savoir quel est le plus grand défi dans vos fonctions respectives auxquelles vous faites face pour justement essayer de développer davantage ce médium, de faire en sorte que le médium soit encore plus lu, qu'il soit encore plus vu. Une grande question. Oui, ben voilà, il faut débuter avec les grandes questions. Peut-être Frédéric. Oui, je vais me lancer du point de vue plus éditorial. Oui. Comme Jean-Dominique l'a dit, dès le départ à la Pastèque, on a établi une diffusion en Europe. Mais bon, pendant plusieurs années, le rôle de cette décision-là était principalement financière au début. Mais c'est devenu l'inverse avec le temps, c'est-à-dire que ça nécessite des investissements, puis Jean-Dominique l'a bien présenté. En Europe, il y a une surproduction depuis déjà plusieurs années dont on parle. Donc, c'est un marché qui est sursaturé. Puis, dans les efforts d'exportation, c'est très complexe pour être présent, compétitif sur les marchés européens. Ici, au Québec, ça se passe très bien. Tu l'as bien planté, tu as bien planté le décor. Et puis, ce qui est fascinant ici au Québec depuis plusieurs années, c'était à quel point tous les joueurs de la chaîne du livre ont embrassé la production québécoise. Donc, on n'en parle pas assez, mais les libraires, depuis le début de la Pastèque, l'apparition des autres éditeurs québécois, ont vraiment permis à nos livres d'être présents de belle façon en librairie, supporter les auteurs. Et puis, Thomas Louis est là, mais les festivals aussi ont mis la main à la pâte. Donc, vraiment, tout le monde a poussé ça. Donc, ça a permis à notre BD de prendre sa place maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2021 pour essayer de rejoindre un plus grand lectorat? C'est un peu ça dont on parle, que ce soit ici ou en Europe ou aux États-Unis. Bien, en tout cas, tout ce qui est rapport à l'exportation, c'est des enjeux très complexes. Là, il y a de plus en plus d'éditeurs québécois. Le Papa est maintenant aussi en Europe. Mais c'est un combat de tous les jours, tous les instants. Je pense que ce qui est nécessaire, le nerf, l'enjeu, c'est vraiment financier. C'est-à-dire que c'est une chose de réussir à voir ces livres se rendre en France puis être diffusés. Mais ce que les gens savent moins, c'est tout l'investissement que ça nécessite dans l'action d'exporter. Donc, bon, je ne veux pas détailler tout ça, mais il y a le transport de livres, stocker les livres, la diffusion, la gestion des retours. Puis après, tu es présent en librairie, puis littéralement, ce qu'on dit tout le temps depuis 2-3 ans en France, ou en Belgique, en Europe, c'est que la vie d'un livre, c'est 3 jours, c'est une fin de semaine. Les livres arrivent en pile, et puis s'ils n'ont pas bougé durant le week-end, il est tassé. Et puis après, les retours suivent assez rapidement. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, ce qu'on fait, nous, à la Pastèque, c'est essayer de développer toute une espèce de structure pour émanciper le travail de nos auteurs. Au-delà du livre, bon, il y a toutes sortes d'exercices qui se font au niveau de l'audio. On a fait une balado pour le facteur de l'espace. Des efforts comme ça. On a des projets numériques qui sont natifs numériques avec lesquels on essaie de croiser les projets. Mais l'essence, puis si on revient à ça, c'est de produire des meilleurs livres puis de faire se rendre à un plus grand public. Donc, il y a tout un effort au niveau média puis promotionnel qui doit être fait. Et puis, ça nécessite des investissements importants. Donc, on est vraiment dans un enjeu où on cherche des façons de financer ces actions-là. Michel Rabagliati vient de gagner un autre prix à Angoulême pour le prix de la série là, en janvier.
C'est une chose de gagner un prix, mais si on n'a pas le levier financier pour permettre ce prix de s'exprimer sur le marché en France, c'est pas un coup d'épée dans l'eau du tout, là, mais ça reste un peu frustrant. Donc là, nous, présentement, on est dans une campagne avec le réseau Canal BD. On a produit un petit objet promo, produit des affiches et ainsi de suite. Mais tout ça coûte de l'argent. Donc, c'est vraiment des fois des décisions qui sont difficiles entre est-ce qu'on investit pour le marché européen en exportation ou faire des actions ici au Québec. Là, il y a comme des décisions d'entreprise, mais c'est un peu ça l'enjeu présentement de la BD québécoise, puisque le bassin québécois est très bon, le lectorat se développe. Je vais laisser les autres intervenants embarquer. Désolé, je prends un petit peu de temps. Mais c'est vraiment, on essaie de multiplier nos actions sur plusieurs domaines, mais souvent, il y a des décisions stratégiques à faire. Donc, on cherche encore des moyens de faire connaître notre production à un plus large public, là. Principalement en Europe, puisqu'ici au Québec, on est très appuyé, très, très vu déjà. Ouais. Moi, je peux peut-être enchaîner, Frédéric, là, sur le marché québécois versus le marché européen ou étranger. Les efforts ont porté fruit là, du côté des éditeurs québécois, canadiens, parce que nous, on mesure à la BTLF le marché québécois depuis 2012. Et à l'époque, je me souviens, on avait fait la part des marchés, la part de chacun des marchés, là, la BD québécoise versus la BD étrangère. Et on était dans les à peu près 80% BD étrangère, 20% BD québécoise. Aujourd'hui, on est plus dans du 70-30, 30% québécois, 70% étrangers. Donc, la BD québécoise canadienne, on dit canadienne pour nos amis européens, mais la BD canadienne a doublé sa part de marché là, en l'espace d'à peu près 8-9 ans. Donc, c'est quand même spectaculaire. Dans le marché, si on prend juste le marché canadien, la BD, il y a 9 ans, c'était 1% du marché. Maintenant, c'est presque 5% du marché pour l'édition canadienne, québécoise surtout. Donc, il y a eu vraiment des gains importants. Puis, ça s'est fait au cours des années. Hein. On a mesuré là, des écarts là, de vente une année sur l'autre. Là, en 2015, 35% d'augmentation pour la BD québécoise. Une seule année, 35% d'augmentation. On a eu des 22%, des 18%. Donc, on voit qu'elle a pris sa place, la BD québécoise, au fil des 7, 8, 9 dernières années. Et croyez-vous, M. Reeves, justement, avant d'aller à Mathieu, croyez-vous fort de cette explosion, sans vous demander de frotter votre boule de cristal, en regardant la courbe des chiffres, est-ce que vous avez des projections pour, disons, je ne sais pas moi, les 5 prochaines années, par exemple? On n'a pas de boule de cristal. Donc, nous autres, on mesure le passé. On ne projette pas encore sur l'avenir. Mais c'est sûr que les dernières années vont bien aussi. Là. 2020, vous vous souvenez, c'est une année de pandémie. Ben, la BD a fait encore mieux que le marché. Donc, la BD a terminé, je pense, à plus 7%, alors que le marché est à plus 2,5% à peu près. Donc, ça, c'est une constance. Autant chez les Européens que chez les Canadiens, la BD, comme dans les ventes de BD, font toujours mieux que les ventes du marché. Alors, ça, c'est une constance. Donc, c'est une valeur, Frédéric, tu vas être content d'entendre ça, c'est une valeur refuge, la BD. Wow! C'est quand même incroyable de vous entendre dire ça. Je veux dire, à l'époque où j'ai connu Frédéric Gauthier, qui était libraire, donc avant même que la pastèque soit lancée, je veux dire, on aurait eu cette discussion-là, puis ça aurait été littéralement de la science-fiction. Exact. On n'aurait même pas pu, je crois, avoir ce fantasme-là, parce que là, j'utilise un terme fort, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, effectivement. Oui. Puis il faut voir que dans ce contexte-là, ce qu'on mesure depuis 4 ou 5 ans, puis peut-être que Mathieu va le corroborer, c'est que l'édition européenne connaît un ralentissement au Québec depuis, je dirais, 4 ou 5 ans. Donc, de voir que la BD, quand même, européenne, continue de
progresser, puis de mieux performer, dans le fond, que le marché européen en général, ben, c'est quand même un signe de santé de ce côté-là. Puis c'est la même chose du côté québécois, là. Donc, bon, je taquine un peu Frédéric quand je dis ça, là, mais c'est vrai que la BD, il y a un engouement pour la BD depuis 5 ou 6 ans. C'est notable. Ouais, nous, on le voit, en fait, du point de vue commercial, quand on présente un titre québécois au libraire, ils vont toujours faire la part belle, ils vont lui donner tout l'espace nécessaire, ils vont lui donner vraiment sa chance. Il y a vraiment cette volonté-là de mettre le Québécois à l'avant. Nous, à la boîte de diffusion, on représente beaucoup, puis on fait beaucoup d'importations d'éditeurs européens. Puis, ben, on voit quand même, il n'y a pas de diminution vraiment. Nous, les ventes augmentent toujours. Mais c'est sûr qu'il y a un petit combat de plus là, dernièrement, où quand on arrive avec des titres européens, parce que la place est prise beaucoup par les Québécois, il faut peut-être se battre un peu plus là, pour leur donner toute leur chance. Par contre, moi, ce que je remarque du côté des Européens, qu'un éditeur Dupuis, par exemple, l'éditeur belge, il y a beaucoup de Québécois qui sont recrutés comme illustrateurs, comme créateurs. Maintenant, ils viennent piger dans le bassin des Québécois parce que, je ne sais pas, il y a eu plus de visibilité, c'est reconnu, la pastèque, entre autres, maintenant qui exporte et tout ça. Ça a sûrement aidé. Ça fait que moi, juste ce printemps, on a 3 nouveautés avec des Québécois. Jacques Lamontagne, JF, Colpron Boisvert. Il y a vraiment une volonté, même chez les Européens, de faire vivre le Québec, ou en tout cas d'être présent ici de plus en plus. Puis nous, ben, on le voit avec les différents titres qui nous sont proposés par les éditeurs. D'ailleurs, et ça, c'est un point très intéressant, Mathieu, et peut-être pour le bénéfice des auditrices et auditeurs. Effectivement, dans les médias et même en librairie, on présente maintenant des productions européennes comme québécoises lorsque il y a soit la scénarisation aux illustrations des artistes québécois qui sont de l'album. Et par exemple, chez vous, vous avez Dargaud Dupuis-Lombard, entre autres. Donc, oui, il y a quand même un terreau assez fertile d'auteurs locaux qui travaillent pour le compte de ces grands éditeurs-là. Ceci dit, Mathieu, vous avez quand même aussi des locomotives européennes. Par exemple, lorsque vous lancez, à titre d'exemple, prochainement arrivera ici au Québec le Luc et Luc de Mathieu Bonhomme. Donc, évidemment, j'imagine que le fait maintenant qu'au Québec, au niveau médiatique, on accorde plus de place à la production locale, j'imagine qu'à ce moment-là, vous, dans votre travail, vous vous tournez plus vers des valeurs sûres, j'imagine, du côté de la production européenne, quand vient le temps, par exemple, de faire la promotion ici, au Québec. Oui, en fait, ce qui est bien, c'est que la production québécoise a mis l'emphase sur la BD en général. Fait que forcément, ça nous a donné, nous, un élan, parce qu'on parle de plus en plus de la BD, mais on parle de plus en plus de la BD en général aussi. Puis, nous, depuis tout le temps, les classiques, que ce soit Luc et Luc que tu mentionnes, mais Torgal, Largo Winch, Cédric Beauléville, tout ça, c'est des vieilles séries, mais qui continuent quand même à vivre, qui continuent à avoir un public. C'est sûr que quand on a un Luc et Luc, on a fait paraître Luc et Luc à l'automne, Luc et Luc dans le coton, qui était en plus quand des personnages comme ça qui sont très classiques, sont liés à l'actualité, comme ça a été le cas dans cet album-là. Je pense que là, il y a en fait, ça va encore mieux, mettons, pour le personnage et pour les ventes. Ça fait quand on a un spin-off à la Mathieu Bonhomme, oui, pour nous, c'est certainement un bon coup. Puis ça fonctionne bien. Les gens, comme ils suivent encore les classiques, ben, ils vont suivre encore ce genre de BD-là quand c'est un personnage qui est reconnu. Ouais. Alors, j'ai une question dans le chatroom de Daniel Archambault qui pose les 2 questions suivantes, en fait. Quelle est la part de marché pour la bande dessinée adulte, jeunesse et le manga? Et est-ce que l'augmentation est dans tous les types de bandes dessinées? Ça, il faudrait que je le mesure. C'est pas dans nos bilans parce qu'on mesure la BD dans son entier.
Mais je pense que les augmentations, ils sont généralisées. Là je m'avance, là, mais faudrait que je vérifie. Éventuellement, si la personne peut m'envoyer un courriel, là, je pourrais vérifier pour elle. Peut-être que je peux Vas-y, rebondir un Frédéric. petit peu parce qu'en fait, on a eu une analyse du marché européen avec notre diffuseur français. Et puis, en fait, ce qui a vraiment eu une explosion l'année dernière en Europe, c'est les mangas qui sont revenus en force beaucoup. Là. C'était responsable de 65 de l'augmentation des ventes en France. Puis on parle de vieilles séries là, qui traînent encore, là, puis que ça performe. Je crois que, en tout cas, là, on va peut-être clore cette petite question-là, mais c'est que la pandémie a beaucoup poussé les gens vers des structures comme Netflix qui diffusent des vieilles séries animées et qui font redécouvrir des jeunes, des BD qui ne connaissaient peut-être pas des mangas et qui sont retournés en acheter beaucoup. Donc, il y avait cette espèce de méta-analyse, mais je crois que la croissance est aussi dans les BD jeunesse et BD adultes. Peut-être que je peux rebondir là-dessus, c'est par rapport à notre développement éditorial. Comme peut-être des gens le savent, la jeunesse est apparue à la pastèque à peu près à mi-parcours dans notre histoire, il y a une dizaine d'années. Puis c'est ce qui est en train de se développer le plus, c'est la BD jeunesse. Et puis, je note ça à la pastèque, mais il y a beaucoup d'autres éditeurs au Québec qui ont mis la main à la pâte. Là. Évidemment, on peut penser à la Jean-Jean, qui est une très grosse performance dans les dernières années, qui a permis de... Et puis ça fait partie de la richesse. C'est pourquoi la BD québécoise est aussi saine et performante aujourd'hui, c'est que les éditeurs se sont adressés à différents lectorats. Donc, un jeune lecteur qui découvre la BD québécoise jeunesse, ben, il va continuer à en lire parce que la production adulte est très riche déjà depuis plusieurs années. Donc, on couvre tous les domaines aujourd'hui. Puis, comme Jean-Dominique l'a bien souligné aussi, c'est que la BD québécoise est très présente dans les écoles depuis déjà plusieurs années. Donc, si je prends juste chez nous, les pôles sont vraiment présents dans les écoles beaucoup, les facteurs de l'espace et tout ça. Donc, on a réussi à créer un marché sain et très, très fort, en tout cas au Québec, pour développer ce lectorat. Donc, je pense que les résultats que Christian a soulevés, ben, c'est après plusieurs années, une dizaine d'années de développement qu'on arrive à avoir un terreau très fertile comme ça. Et ce qui donne aussi une émergence de jeunes créateurs. Donc, nous, on reçoit là, des quantités phénoménales de manuscrits, puis on n'est pas les seuls, tout le monde, de jeunes qui veulent se lancer en BD. Donc, c'est un moment très excitant présentement en BD québécoise. C'est pas pour rien aussi qu'on voit les éditeurs européens venir chercher des talents chez nous. Puis peut-être que si on revient à ta première question, Jean-Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prendre plus de place? Mais c'est que bizarrement, on est un peu en compétition avec ces éditeurs européens pour certains projets comme ça. Je me faisais la réflexion hier, parce que j'ai lu le livre de Philippe Girard sur Léonard Cohen chez Casterman. Quand je parlais des enjeux financiers, c'en est un autre élément qui peut être mis en question, c'est-à-dire qu'un des créateurs, et à juste titre, là, je défends totalement ces décisions-là, mais pour des raisons financières, vont préférer aller travailler avec une structure européenne qui vont leur promettre ou leur faire avancer des sous plus importants. Mais ça a des conséquences aussi. Tu sais, le livre de Philippe, il est quand même 38,95 ici parce que, bon, Casterman, quand il exporte ses livres, il va peut-être, en tout cas, on peut en discuter, mais on va peut-être moins être attentif sur le prix de vente au Québec que son prix, je pense qu'il est 22 €. Donc, ce n'est pas du tout équivalent le prix. Je pense aussi les BD du Québécois chez Futuropolis qui étaient très, très chers, qui sont très chers. Donc, il y a des fois, c'est ça, il y a des fois, il y a des décisions financière du créateur. Puis ça, ce qui est plus important, c'est que les créateurs arrivent à bien en vivre. Donc, c'est des décisions qui sont tout à fait fondamentales et justes. Mais comment le soutien des structures de financement de la SODEC ou du Conseil des arts peuvent permettre aux éditeurs de ne pas échapper ses talents ou de pouvoir mieux contrôler cette production-là si on n'est pas en compétition contre Dargaud, Dupuis, Casterman, les autres de cette façon-là, ou Glénat. Le marché est tellement bon présentement, fait que je ne veux pas l'air de me plaindre, mais c'est juste pour dire que quand ta première question, c'est quoi le défi en 2021,
bien, il y a ces enjeux-là qui commencent à se pointer le nez. Puis encore là, autant je parlais des structures de financement pour permettre la promotion puis la présence sur les marchés, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui dépasse le milieu de la BD, mais comment que nos créateurs peuvent gagner dignement leur vie. Il y en a très peu, ou ça se compte sur les doigts d'une main, là, qui gagnent bien leur vie en faisant de la BD au Québec. Mais les structures éditoriales européennes auront permis à tout le moins à plus de créateurs québécois de mieux gagner leur vie. Donc, c'est vraiment sur deux fronts là, qu'on est présentement. Est-ce que la coédition pourrait être une des solutions? On n'a qu'à penser, par exemple, à l'album Alice, l'adaptation en bande dessinée que Jake Dion a fait de Patrick Sénécal, qui est publié avec Front Froid et les éditions à lire, qui est un éditeur de romans. Est-ce que, par exemple, ça pourrait... est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on va voir de plus en plus ça, à l'avenir? Nous, on en fait déjà avec Atelier 10 là, pour notre collection de BD documentaires. C'est des choses... Je ne suis pas sûr que ça soit une solution financière. Je pense que c'est plus des solutions stratégiquement reliées aux décisions éditoriales. Et ça peut aussi avoir des impacts stratégiques au niveau de la diffusion puis de la présence en librairie médiatique. On s'adresse à différents lectorats. Fait que ça permet d'augmenter le bassin. Il y a des décisions, mais je ne suis pas sûr qu'au final, on revient à donner des meilleures conditions à nos créateurs, ceci dit. Là. Puis ça, c'est un enjeu aussi qui est en grande réflexion ces temps-ci. Et est-ce que par exemple, et cette question-là peut-être s'adresse davantage à Frédéric et Mathieu, mais est-ce que, par exemple, il y aurait aussi une éventualité, est-ce que vous entrevoyez une éventualité de coédition outre-mer, c'est-à-dire entre des structures éditoriales européennes et québécoises, comme ça se fait notamment à moindre échelle peut-être, mais par exemple, dans des collaborations pour un album dans le cadre de festivals, comme par exemple le Festival de Québec et de Lyon, ou le festival en 2012, le Festival de Montréal avait coédité un album avec le Festival de Lyon. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi une avenue? Ben, en tout cas, de mon point de vue, pour la pastèque, ce n'est pas une avenue qu'on considère, puisque ça serait vampiriser un de nos deux marchés. Oui. Mais il y a par le fait, d'une certaine façon, avec l'Association pour les livres de Guy Delisle, Lewis Trondheim, David B., ils en ont fait quelques-uns. Donc, c'est pas impossible. C'est que nous, on a pris cette décision-là il y a plusieurs années. C'est surtout relié au développement du livre jeunesse. C'est qu'on ne veut pas que les gens aillent sur notre site web puis on est obligé de diviser notre catalogue en deux. Dire des livres qui sont disponibles au Québec et des livres qui sont disponibles en Europe. Ça devient compliqué déjà de diffuser des dates de sortie de livres qui ne sont pas tout le temps les mêmes en synchronicité. C'est déjà compliqué. Fait que j'imagine avoir deux catalogues puis qu'un libraire suisse vienne sur notre site, il risque d'être un peu perdu. Donc, mais il n'y a rien d'impossible, ceci dit. Pour nous, on n'a pas choisi cette voie-là. Je ne sais pas si Mathieu veut rajouter de l'info là-dessus. En fait, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que c'est peut-être bon dans un sens, c'est-à-dire pour les Québécois en Europe, mais à l'inverse, commercialement, c'est bien compliqué parce qu'un éditeur européen qui veut doublement éditer un titre, si c'est au Québec, bien pour nous, en fait, ça se peut très bien que ce ne soit pas nous qui le diffusions ici. Ça fait que pour nous, ce n'est pas tellement un avantage là, de ce côté-là. J'aimerais, messieurs, qu'on parle peut-être un peu plus de chiffres, parce qu'on parle du succès, du rayonnement de la bande dessinée québécoise, mais dans les faits, en fait, de nombre de ventes, le chiffre de vente, là, on mesure un succès, un album, là, le succès d'un album, on le mesure à combien de ventes au Québec avant de déterminer qu'il s'agit là d'un succès. Est-ce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires? Est-ce qu'on parle de 2-3 000 exemplaires? Qu'est-ce qui, selon vous, représente un succès pour d'abord le marché québécois? Nous, si je peux me permettre. Vas-y, Mathieu. Nous, on a par exemple un nouvel éditeur qui s'appelle Moelle Graphique, qui est basé à Québec, en fait, qui fait depuis un an à peu près. Donc, c'est des titres que québécois. Donc, pour nous, sur le marché, si on vend 1 millier d'exemplaires, par exemple, pour nous, c'est un succès.
En fait, c'est un succès à 1 millier d'exemplaires pour un titre BD, peu importe que ce soit québécois ou européen. Pour nous, c'est des bonnes ventes. Après ça, c'est sûr qu'il y a des titres qui sont bien au-delà de ça. Ça, c'est les grosses locomotives. Mais en moyenne, là, on peut parler de quelques centaines, puis on est pas mal dans la moyenne des titres, là, à 300-400 peut-être. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. C'est-à-dire qu'il y a des méga sellers qui sont à 5-10 000 copies, mais à 1000 en jeunesse BD, là, on a toujours dit qu'à partir de 1000, 2000 copies, c'est quand même de très bonnes ventes. Donc, c'est sûr que ramener ça, j'avais des stats. Euh, En 2020, on a, du côté québécois, on a 1000 titres qui ont été vendus en 2020. Donc, par rapport à 26 842 du côté des Européens. Donc, c'est un marché de vente. Là. On a vendu dans le marché 28 000 titres BD, dont 1000 étaient québécois. Donc, c'est à peu près 4 ou 5 et ça rapporte 30 des ventes, le marché. Donc, c'est sûr qu'il y a des méga sellers là-dedans. Il y a des succès, Frédéric l'a évoqué. Je ne veux pas plugger du tout Presse Aventure, mais le phénomène de la Jean-Jean, c'est un phénomène qu'on a remarqué débarquer dans le marché autour des années 13, 14, 15. Donc, ça, c'est vraiment un phénomène. Moi, je me suis fait des salons du livre aussi, hein, Alex A. C'est des files d'attente. C'est vraiment un phénomène à part. C'est sûr que la BD, qui dit BD, on dit phénomène Astérix. Hein, les Astérix débarquent, Mathieu, tu le sais probablement, ils débarquent au mois d'octobre, puis ils finissent dans le top 3 de l'année. Pour pas dire des fois finissent tout premier titre, meilleure vente de l'année. Donc, imaginez-vous un titre qui arrive à mi-octobre, puis on ferme les livres au 31 décembre, puis en janvier, on publie les meilleures ventes. Puis c'est Astérix qui est débarqué juste avant Noël, puis qui a fait des ventes astronomiques. Donc, quand on dit que le Québec est une terre fertile là, pour Astérix, c'est pas juste une figure de style, c'est dans les chiffres aussi. Puis c'est la même chose avec la Jean-Jean. Hein. À chaque année, on fait un topo des 30 meilleures ventes de l'année. Puis la Jean-Jean, je pense, a quelque chose comme 15 titres sur 30 dans le top 30 de l'année. Donc, et ça se dément pas là, depuis 3 ou 4, 5 ans. Là. Là, quand vous dites ça, M. Reeves, c'est à travers une panoplie d'ouvrages, que ce soit le livre de cuisine, que ce soit le livre de personnages. Non, je parle de la BD. OK, juste la BD. OK. Oui, quand on parle de la BD, là. Mais si on regarde le top 200 général, donc avec toutes catégories confondues, effectivement, là, il va y avoir des Paul à Québec, Paul à la maison. C'est des titres qui vont percer le top 200 général. Même chose avec la Jean-Jean. Donc, la BD réussit à placer des titres dans le top 200, année après année. C'est une quinzaine de titres dans le top 200. Ben, je peux confirmer ce que... Puis là, dans le top 200, excuse-moi, Fred, dans le top 200, on parle de titres là, qui sont au-dessus de 5000 exemplaires vendus par année. Dans Gaspard, à peu près 55-60% du marché. Donc, faites le calcul. C'est des titres qui roulent à autour de 8-10 000 copies là, par année. Oui. Ben, je confirme. Nous, notre tirage moyen est autour de entre 3 et 4 000 exemplaires. Là-dessus, on peut assumer qu'il y en a la moitié pour le marché québécois, des fois le 2/3. Donc, on est dans ces eaux-là. Effectivement, si on dépasse 1000 copies, j'exclus les ouvrages de Michel, là, évidemment, là, parce que ça reste une exception. Mais on peut voir que c'est en train d'augmenter. D'une certaine façon. Ça passe beaucoup plus par l'univers de la jeunesse, ado, d'une certaine façon, mais même en adulte, là, on commence à voir pointer un intérêt plus large. Là, peut-être que dans un avenir rapproché, la moyenne d'un titre qui a un bon succès, ça va être plus le double, c'est autour de 2000. Je vois ça assez facilement, là, de la façon qu'on voit le marché se développer, l'intérêt médiatique
Puis le lectorat aussi, parce que là, évidemment, depuis un an, on ne les a pas rencontrés en festival ou en salon, mais le succès des festivals à Québec, à Montréal, on le voit, là, c'est vaste. Puis nous, ben, comme on a la chance d'avoir un lieu de vente, notre boutique, là, bien qu'on c'est pas super fréquenté, mais on a la chance d'avoir un accès quand même à un lectorat. Mais les gens, quand ils viennent, mais ils n'achètent pas juste un titre. Là. Ils ont de l'intérêt, ils discutent, sont intéressés, puis ils élargissent leur intérêt pour en acheter plus qu'un titre. Donc, moi, je pense que ça va augmenter le montant ou ce qu'on évalue étant un succès au Québec. Mais quand on a commencé, c'était ça, là, c'était plus 300-400 copies. Là. Donc, déjà, on a, je dirais, doublé, sinon triplé. Puis je pense que ça va continuer. Peut-être que on va atteindre un plateau ultimement, mais pour l'instant, je ne sens pas ça faiblir. Non. Puis Jean-Dominique, on n'a pas parlé de l'effet Douzou, là, mais je ne sais pas si tu voulais en parler, le Douzou, j'achète québécois. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, ça a commencé au mois d'août 2014. Donc, 2 auteurs jeunesse qui ont proposé de faire l'achat via Facebook, là, de faire l'achat québécois, de livres québécois, de romans québécois. Et là, on a vu, comme par hasard, depuis 2015-16, ben, on a vu l'édition, la production québécoise prendre son envol. Donc, et c'est au détriment, si on veut, de la production européenne. Pas en BD, toutefois. Donc, le marché de la BD européenne est supérieur au marché général européen au Québec. Donc, mais le marché étranger est légèrement en recul ou fait du surplace là, depuis 4 ou 5 ans. On pense que c'est l'effet à la fois du 12 août, c'est l'effet aussi des politiques culturelles du gouvernement. Mais je me souviens qu'on a mesuré le 12 août, puis je pense que cette journée-là, on avait mesuré avant 2014 les fameux 12 août, je pense sur 5 ans. Puis bon, le 12 août 2014, on avait regardé ce qui se vendait cette journée-là. Au fil des 12 août, on s'aperçoit que la BD quadruplait ses ventes. Donc, la BD, cette journée-là, le 12 août, parce que c'est une journée mobile dans la semaine, dépendamment des années, ben, cette journée-là, il se vendait avant le phénomène de 12 août, j'achète québécois, il se vendait à peu près 1% des ventes étaient de la BD. Maintenant, c'est 4 ou 5% des ventes de cette journée-là, c'est de la BD. Donc, il y a des phénomènes comme ça là, qui arrivent, puis qui stimulent, puis c'est un mouvement citoyen, c'est dans l'air, parler comme ça. Donc, c'était un mouvement citoyen de 2 personnes qui ont décidé. Puis c'est vrai que le marché était morose. Donc, 2012, 2013, 2014, c'était pas des gros marchés, c'était des marchés qui étaient légèrement en croissance ou en décroissance. Et on dirait que ça a stimulé, à partir de 2015, 2016, le marché s'est mis à croître. Évidemment, nous sommes en année pandémique et Frédéric a abordé le sujet tantôt, c'est-à-dire que, évidemment, en se coupant de l'événementiel en présentiel, ça fait en sorte que les lectrices et lecteurs n'ont pas cette possibilité de rencontrer physiquement de nouveaux albums des auteurs, des autrices et des acteurs du milieu. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, est-ce que vous pensez, dans le cadre respectif de vos travaux, croyez-vous que la déclinaison des œuvres sur différentes plateformes, là, on n'a qu'à penser, par exemple, et Frédéric en parlait tantôt, le balado, les capsules animées web, et là, on rêve là, même des adaptations cinématographiques. Paul, à Québec, a été porté à l'écran, entre autres. Est-ce que vous croyez que pour la bande dessinée, ce serait pas justement profitable et ce serait pas dans la logique des choses qu'elle se décline de plus en plus pour aller chercher un plus vaste public?
Je sens beaucoup d'intérêt. Dans la dernière année, on était approché par beaucoup de maisons de production, donc plus qu'avant. Nous, on est aussi devenus producteurs nous-mêmes. Donc, on a fait la liste des choses qui existent en animation avec l'ONF et Télé-Québec. Et on a une série d'animations du facteur de l'espace en développement. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Puis, on est envahi par des exemples, soit évidemment américains avec tout le Marvel DC, mais aussi en Europe, les adaptations BD ont vraiment explosé dans les dernières années. Donc, il y a un intérêt des producteurs et du public pour ça. Donc, oui. Mais la seule chose que je voulais noter par rapport à ça, c'est que malgré les possibilités puis les différentes déclinaisons qu'on peut parler, ça reste c'est pas vraiment un marché. Évidemment, le cinéma, c'est autre chose, là, mais on a longtemps, quand il y a une dizaine d'années, quand la BD numérique ou le livre numérique est apparu, on se demandait tous si notre rôle d'éditeur était pour changer pour toujours, mais on se rend compte qu'en BD, principalement, c'est pas du tout présent. C'est un non-marché. C'est je ne sais pas si Christian a des chiffres à jour, là, mais c'est quoi? Nous, c'était même pas 1%. Puis on a décidé de ne plus faire de BD en numérique parce que c'est pas intéressant, ça coûte trop cher, puis il n'y a pas assez de lecteurs pour ça. On préfère les options comme le balado, je l'ai dit, mais nous, c'est gratuit, c'est pas quelque chose qu'on vend. Donc, c'est littéralement, d'une certaine façon, de la création puis de la promo. Mais il y a du financement pour faire ces projets-là, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la déclinaison est intéressante, mais ça va rester toujours une forme d'accompagnement au livre papier qui est la forme première de revenus et dans laquelle le marché existe et est sain. Alors que dans les autres, il n'y a pas tant de marché, là. C'est ça. Je ne répondrai pas tout à fait à ta question, Jean-Dominique, mais je pense que la BD elle-même s'est développée autour de différents formats. Il y a été une époque où on avait un format à peu près unique. Là, il y a eu le roman graphique qui est apparu, il y a eu l'agent Jean avec un petit format souple, il y a le format cartonné franco-belge qui est toujours aussi populaire. D'ailleurs, il y a plusieurs séries jeunesse de romans qui ont été adaptées en bande dessinée parce qu'il y a un marché là. Oui, la BD pourrait se décliner, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont ramenées sous le format de la BD. Puis je pense que de ce sens-là aussi, ça va se développer. Oui, c'est intéressant, effectivement. On n'a qu'à penser, par exemple, chez vous, vous avez notamment Mort et déterré, oui, de l'excellente série bande dessinée de Jocelyn Boisvert et de Pascal Colpron, qui, au point de départ, était un roman de Jocelyn Boisvert. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a été adapté au scénario par l'auteur lui-même. Donc, déjà là, c'est assez fidèle. Puis ensuite, le magnifique dessin de Colpron. Ça fait que c'est très bon. Alors, je vais piger dans les questions des internautes. Alors, de Mme Fan, la question suivante, est-ce qu'il y a un rayonnement de la BD québécoise vers des lecteurs non francophones ou anglophones? Par exemple, est-ce qu'on peut mesurer ça, M. Reeves, pour le reste du Canada? Ça, on n'a pas de données là-dessus. Okay. Donc, il faudrait regarder l'intérêt, parce qu'on a des librairies hors Québec, mais encore là, est-ce qu'il s'agit de lecteurs francophones qui achètent en librairie francophone? Il peut y avoir. Il faudrait regarder du côté d'Indigo Chapters, voir si, encore là, c'est-tu des ventes sur des lecteurs francophones. Malheureusement, on n'a pas de firme de sondage à l'interne, donc on a les moyens du bord. Mais peut-être que je peux rajouter là-dessus, c'est qu'il y a deux réponses. C'est-à-dire, une, c'est de la vente de droits pour que le livre soit vendu en anglais. Et ça, les ponts sont très, très solidement ancrés. Drawing Quarterly, Conundrum Press, il y a beaucoup d'éditeurs, même des éditeurs américains. Donc, je pense que les livres québécois commencent à se rendre de plus en plus à un lectorat anglophone. Mais la question est bonne, puis par rapport au lectorat francophone hors Québec, et c'est un chantier. Nous, on l'avoue, ça fait 2 ans qu'on travaille très fort là-dessus. Et puis, c'est un grand problème. Puis, comme président de Livre Canada Book, je peux en témoigner. Étrangement, on développe énormément d'outils puis de stratégies pour l'exportation du livre canadien à l'extérieur. Mais dans notre propre pays, il y a un grand problème. Il y a un clivage entre les deux solitudes d'une certaine façon. Mais ce n'est pas tellement des solitudes ou d'intérêt par rapport à la langue. C'est plus des marchés qui sont tellement différents et qui sont comme fermés totalement.
Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de distributeur de distribution du livre francophone hors Québec. C'est-à-dire que des structures comme Dimédia, Socadis et autres peuvent offrir cette option-là, mais il n'y a pas de gens sur le terrain, il n'y a pas de l'information ne se rend pas nécessairement aux libraires. Et il y a une grande, grande demande. Toutes les structures qui enseignent le français en Colombie-Britannique, au Manitoba, ils cherchent ça, ils cherchent du livre francophone de qualité, jeunesse, de la BD. Là, nous, à la Pastèque, là, on commence à étendre nos tentacules un peu plus vers l'Est du Canada, donc les provinces de l'Est. Mais c'est un énorme travail à faire que nous. Et donc, je pense qu'il y a Québec Édition à l'ANEL, le comité d'exportation, qui en a fait une mission. Et donc, je pense qu'il y a des solutions, des stratégies vont se développer dans les prochaines années. Mais c'est un chantier et c'est presque gênant de dire ça, mais ça devrait être développé de plus en plus. Et souvent, c'est plus facile pour un libraire à Toronto d'avoir accès à un livre de la Pastèque en le commandant en Europe, à notre diffuseur en Europe, que de le commander chez Socadis au Québec. Ce qui est complètement farfelu et ridicule, mais c'est arrivé. Et puis, on est face à ce défi. Fait que ça, c'en est un des défis auxquels on s'attaque depuis déjà deux ans. Oui, parce qu'il y a des communautés francophones importantes quand même hors Québec. Oui, c'est pas. Je peux juste poursuivre. En fait, c'est pas évident à la grandeur du territoire. Nous, on fait de la représentation pour le reste, le Rest of Canada, qu'on dit. Mais c'est pas évident. Puis les points de vente sont très limités. C'est aussi un peu très régional. En tout cas, de ce qu'on voit, les achats, c'est pas évident de promouvoir le livre québécois à la grandeur du Canada. Mais oui, comme disait Frédéric, il y a de la demande. Nous, on a quelques comptoirs, un à Vancouver, entre autres, qui commandent beaucoup. Mais souvent, c'est des liens qui sont faits avec les libraires québécois. Donc, il y a un lien qui est établi. Donc, nous, l'information va soit passer directement, soit passer via un libraire québécois qui, lui, fait le relais aux libraires canadiens. J'aimerais rebondir. C'est quand même une question connexe, une question qui nous est posée, je crois, directement d'Italie. C'est Anna Giuffret, que je salue, donc une chercheuse italienne qui s'intéresse beaucoup à la bande dessinée québécoise et qui pose la question: comment se portent les ventes des traductions en anglais des bandes dessinées québécoises? Que ce soit, par exemple, du côté de Ronan Quatterly, de Pow Pow, de Conundrum. Est-ce que, par exemple, M. Reeves, vous avez peut-être des chiffres en lien avec ces traductions-là? Pas sous la main, en tout cas. Il faudrait faire des recherches parce qu'on n'a pas... le genre traduction n'existe pas comme tel dans Gaspard. Donc, il faudrait vraiment passer par un autre outil qui s'appelle Memento et voir qu'est-ce qui est traduit, puis là, identifier les titres, puis les mesurer là, dans Gaspard. Mais effectivement, on n'a pas ce genre d'informations-là à portée de main. Chez nous, je dirais que peut-être la moitié de la production est traduite en anglais, en tout cas du côté adulte, puis en jeunesse. En BD jeunesse, c'est presque 100% qui est traduit en anglais. Donc, ça se porte plutôt bien là-dessus, que ce soit des éditeurs canadiens ou des éditeurs américains, dépendant des marchés. Oui, puis je pense que le côté anglophone est en développement, en croissance aussi. Les Ronan Quatterly, Conundrum Press et Pow, ils sont très, très actifs. Mais c'est beaucoup plus fragile. Les marchés au Canada anglais, ça se porte moins bien qu'au Québec. Là. La santé du livre anglophone est beaucoup plus fragilisée dans les dernières années. Il y a beaucoup de libraires qui ont fermé, et ainsi de suite. Puis on parle souvent du marché québécois versus le marché européen et francophone, mais au Canada anglais, c'est vraiment les États-Unis qui sont prédominant beaucoup. Donc, c'est un autre enjeu, mais je peux dire que la santé de la traduction de la BD québécoise vers l'anglais est très bonne. Ouais. Et vice-versa. Il y a beaucoup d'intérêt des éditeurs québécois ou européens à traduire ce qui est de qualité, qui se produit au Canada anglais. Là. Donc, la plupart des titres de Ronan Quatterly et Conundrum finissent à être traduits en français aussi. Alors, j'enchaîne avec une question fort intéressante de Martin Champagne qui nous a été posée il y a quelques minutes déjà.
Et la question va comme suit, en fait. Il n'y aurait-il pas moyen de démocratiser encore plus la bande dessinée en créant des comics québécois à parution mensuelle pour 4 ou 5 dollars, plutôt que de ne se concentrer que sur les albums traditionnels qui sont coûteux à produire et à se procurer? Alors, par exemple, à titre d'exemple, lui, M. Champagne dit qu'il achetait Crow principalement pour lire les bandes de Red Ketchup. Alors, est-ce que, par exemple, donc le Québec pourrait se doter d'un système de publication un peu à l'américaine, c'est-à-dire au mensuel imprimé et distribué à grande échelle, imprimé peut-être à moindre coût? Commercialement, c'est pas une demande qu'on a énormément. Je ne sais pas si c'est... en fait, je ne sais pas jusqu'à quel point les libraires voudraient ça. Je ne sais pas, c'est une toute autre façon de faire. Puis pour l'instant, moi, je ne peux pas dire qu'on a une demande. La question, j'ai déjà eu cette question-là, mais ce n'est pas quelque chose qui a été exploré tant que ça. Peut-être que M. Champagne aussi, je me permets de rebondir, mais peut-être que M. Champagne a aussi l'âge d'avoir lu les traductions françaises des super-héros aux éditions Héritage, qui ont été publiées de 1967-68 au milieu des années 80, et qui a permis à 2 générations de lectrices et de lecteurs de découvrir le super-héros dans une traduction plus qu'approximative. Évidemment, on n'a pas le temps de couvrir ce sujet-là, mais donc, selon vous, Mathieu, il n'y aurait pas forcément de demande. Est-ce que, par exemple, Frédéric, pour vous, est-ce que vous avez déjà été tenté? Parce que je me souviens, au tout début des éditions de la Pastèque, vous aviez lancé une revue qui s'appelait Spoutnik. Ouais. Vous avez débuté, vous êtes entré dans le milieu éditorial, notamment avec cette publication-là. Est-ce que, par exemple, vous seriez tenté de refaire aujourd'hui une expérimentation semblable? Non. En fait, la raison, je crois, est fort simple, c'est que c'est des réseaux de distribution qui sont totalement différents. C'est une gestion d'achat et de retour qui n'a rien à voir avec le livre. Je sais qu'on peut réfléchir à une forme d'accessibilité en ayant un prix moins prohibitif là, que d'acheter un livre, mais je ne sens pas que ce soit viable parce qu'en fait, au-delà de créer l'objet, il faudrait créer une structure de distribution parce que c'est inexistant. Puis en fait, les structures de distribution qui existaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour la revue, ils ont pratiquement tous disparu. C'est même juste... donc, c'est pas une solution intéressante. Et étrangement, le marché du livre québécois, de la BD québécoise, même de la BD en général, là, Mathieu pourrait en confirmer, mais l'impact du roman graphique a fait que c'est plus facile de vendre une BD à 300 pages que de vendre le même livre décliné en 2 ou 3 livres à 100 pages. Je pense que les gens, maintenant, ont pris l'habitude d'acheter un livre où ils savent qu'ils vont passer un bon moment et que toute l'histoire va s'y trouver. Et donc, nous, on a un projet avec Iris qui est folk. Donc, son projet était imaginé sur 4 tomes. On a commencé par un tome 1. Puis déjà, au tome 2, l'intérêt faiblit. Puis c'est pas parce que c'est pas une question de qualité, c'est le marché, le lectorat s'est développé comme ça. Fait qu'on est en train de réfléchir pour comment cette série-là va se terminer. Est-ce que ça va être plutôt un livre? On a déjà passé à travers la même situation avec Vogue la valise de Cyrus. Malheureusement, en fait pas malheureusement, mais le marché maintenant c'est dirigé vers cet intérêt-là ou cette façon de faire-là. Puis moi, je ne vois pas du tout comment on pourrait arriver à recréer tout un système de comics à la québécoise, malheureusement. Ouais. Ouais, il y a eu quelques essais là, de feuilletons, entre autres, dans le passé. Puis effectivement, ça n'a pas eu un succès énorme. En fait, je pense que ça a fait en sorte que les éditeurs n'ont pas été tentés de poursuivre l'aventure. Mm-hmm. Ben, écoutez, le temps file. Alors, c'est déjà la fin de ce premier webinaire. Donc, messieurs Reeves, Gauthier et Loubert, merci beaucoup de vos lumières et de votre participation. Et bravo pour vos efforts respectifs
à faire rayonner notre bande dessinée et notre marché ici. Donc, merci beaucoup. Et j'aimerais terminer ce webinaire évidemment en remerciant nos partenaires. Donc, webinaire qui est présenté en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, l'ambassade du Canada à Paris et le marché international des droits du Festival BD d'Angoulême. Et nous vous invitons, chers internautes, à explorer la programmation au québecbd.com et vous rappeler que l'événement se passe jusqu'au 13 juin, non pas en présentiel, mais majoritairement en numérique. Alors, merci beaucoup et nous, on se retrouve dans quelques instants, donc dans moins de 30 minutes, pour le prochain webinaire. Messieurs, merci beaucoup et bon vent.